Bon, j'ai assommé tout le monde là. Non, non, c'est bon. Super. Ça a l'air d'impirer ça. Très bien. Moi, je ferai un break. Quand on est au numéro 5, en numéro 6, ça veut dire qu'on est toujours obligé de tourner tant qu'on n'est pas numéro 1. Non, pas forcément. Pas forcément. Quand tu es numéro 5, alors plus tu es loin dans le circuit pour atterrir, plus tu vas allonger tes branches, effectivement. Alors, si tu es numéro 5 ou numéro 6 quand tu es en vente arrière, il va falloir que de toute façon, il faudra que tu tournes en base après l'avion qui est devant toi. Sinon, tu vas lui passer devant. D'accord. Voilà. Mais par définition, la tour, elle, j'avais mis une vidéo sur le forum d'une arrivée, je sais pas si tu te souviens, une arrivée à Lyon-Bron où on a été numéro 7. Hein. Enfin, il y avait un avion numéro 7. Nous, on était numéro 3 ou numéro 4. Il y avait jusqu'à un numéro 7 hein, en tour de piste. Et bien, en fait, il fait rallonger le tour de piste. C'est-à-dire que quand il est en vente arrière, au lieu de regarder à 45 degrés le seuil de piste pour virer en base, eh ben, tu continues. Tant que l'avion devant toi ne s'est pas annoncé en base, tu tournes pas en base. Parce que si l'avion devant toi est déjà en base et qu'il est forcément devant toi, si toi tu tournes de suite en base, tu vas être sur une base plus rapprochée que la sienne. Ok. Voilà. Mais normalement, un contrôleur va te donner les directives. Après, tu as des terrains en auto-information, comme Candiargue, ou des terrains avec des agents à FIS, comme Alès, par exemple, où ils n'ont pas d'écran radar. Donc le gars, à la tour, il va pas te dire rallonger l'avant-arrière ou quoi. C'est à toi de te démerder un peu parce que lui, comme il peut pas contrôler la position de ta machine dans le ciel, il va pas te commencer à te donner trop de directives au risque que toi tu te tamponnes un des avions qui est dans le tour de piste. Donc après, voilà, il faut être dans la logique. Si tu es numéro 5, tant que l'avion qui est numéro devant toi, parce que tu sais que devant toi, tu as un avion qui s'appelle. Mais c'est là où c'est très dur. Hein. Aujourd'hui, tu n'y arriveras pas, hein, c'est sûr. Hein. Mais il faut que si tu sais que l'avion devant toi, il s'appelle Fox Delta Mike. Et comme moi je lui dis Fox Delta Mike, vous êtes numéro 4. Bon, toi tu vas appeler derrière, vous êtes numéro 5. Tu sais que Delta Mike, tant que Delta Mike s'annoncera pas en base, c'est pas la peine que toi tu vires en base. Parce que si forcément tu vas tourner avant lui. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Le Ouais. plus dur dans les tours de piste, alors là évidemment, vu le nombre qu'on est, ça va être l'enfer, mais le plus dur dans le tour de piste, c'est mentaliser la position de tous les avions et se situer dans ce trafic-là pour se dire, bon, moi je suis numéro 5, donc le numéro 4 il est devant, le numéro 3 il est déjà en base, le numéro 2 il est en finale, et le numéro 1 il est en train de se poser. Et donc au fur et à mesure, eh ben, ça stack, hein, le premier qui s'est posé il libère, etc. etc. Voilà. C'est vachement Mais difficile hein, comme exercice. ok. Mais on garde toujours le même numéro, même si Pas du tous tout. ceux qui sont devant sont posés, on garde toujours le même numéro ou pas? Parce que Pas du mentalement, tout. c'est encore plus dur alors. Ça incrémente. En fait, ça décrémente. C'est-à-dire que tu arrives sur le terrain, tu es, ouais, machin, ah, vous êtes numéro 5, rappelez début vente arrière. Ok. Bon, je suis début vente arrière. Vous êtes toujours numéro 5, rappelez fin de vente arrière. Ok. Et tu arrives en fin de vente arrière, c'est-à-dire dans tes 45 degrés de la piste, tu rappelles en fin de vente arrière. Et là, on te dit, ah, le numéro 1, il est posé. Donc, de numéro 5, tu vas passer numéro 4. Il faudra bien qu'un jour tu passes numéro 1 pour te poser, quoi. Sinon, tu poseras jamais. Le numéro que te donne, c'est pas un numéro qui t'est collé, c'est un numéro d'ordre d'atterrissage. Donc, quand tu arrives, ben, tu as le numéro le plus grand, et plus les gens devant toi vont se poser, au fur et à mesure que les gens vont se poser devant toi, ton numéro va décroître jusqu'à ce que tu aies enfin numéro 1 pour pouvoir te poser. C'est pas le ticket de la boucherie, tu sais, que tu gardes et on te rappelle à Ouais, ton ouais. numéro. C'est pas ça, en fait. Hein. Donc, ouais, donc ça veut dire que mentalement, dans tes messages, tu es obligé d'enlever des numéros quand tu t'adresses au contrôleur. Ah oui, complètement. Mais oui, mais toi, tu t'annonces pas en tant que numéro 5 ou numéro 4. Tu t'annonces avec Ton code. Ouais. ton immatriculation d'avion. C'est lui qui va te dire, ah, vous passez numéro 3. Ah, vous passez numéro 2. Tu as bien vu dans mon exercice, j'étais numéro 2. Il me dit, Charlie Delta, vous êtes numéro 2, rappelez en base. Bon, je suis numéro 2. L'autre avion, il se pose, et une fois qu'il s'est posé, il m'a dit, maintenant vous êtes numéro 1, rappelez en finale. Ok. Toi, ça te permet de savoir le nombre de machines qui se situent devant toi avant de pouvoir te poser. Voilà, en gros, c'est ça. D'accord. Mais c'est un exercice mental qui est très, 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 très complexe, en fait. Hein. Ça paraît con comme ça. Alors, quand on est deux, ça va, mais quand on est un certain nombre, c'est chaud, quoi. C'est très, très chaud. Hein. D'où, si je peux me permettre, de bien connaître la remise de gaz, parce que sur les terrains où on peut pas allonger les branches, on est obligé de faire des remises de gaz. Je l'avais écrit sur le forum, à Logne notamment.
Ah oui, mais ça, après, chaque terrain a ses caractéristiques, hein, mais c'est sûr, c'est sûr. Après, moi je dirais que la simulation, en simulation, alors là on va parler de simulation, le défaut majeur des gens, c'est de trop coller celui qui est devant lui. Voilà, il faut pas coller. Parce que bon, ça reste ludique, hein, on n'est pas là forcément pour la jouer ENAC, mais si on veut essayer de faire les choses au minimum à peu près bien, et surtout s'amuser, parce que je sais pas, enfin après, moi je sais pas, chacun a une barre dans son réalisme qui est pas forcément liée d'ailleurs à ses connaissances, mais tout simplement, on se dit bon, mais ça, moi ça me gêne pas. Mais effectivement, arriver sur la piste au moment où je pose mes roues et je roule et je vois un autre avion qui est en train de me traverser de part en part parce que le gars derrière il arrive lancé comme une balle et il me transperce de part en part. Personnellement, lui s'en fout parce qu'il m'a traversé, donc il l'a fait parce que ça lui fait rien. Mais est-ce que celui qui est au sol, qui est en train de rouler, quand vous lui roulez dessus, est-ce qu'il apprécie le fait que lui il a essayé de jouer le jeu et de voir un mec qui lui roule dessus? C'est le problème du vol réseau, quoi. En fait, et le vol réseau, on l'a bien vu, malheureusement, à travers les échanges sur le forum. Euh, on n'est plus tout seul, quoi. Donc, il faut mettre des règles en place qui peuvent être contraignantes. Déjà, je le comprends tout à fait. Mais du coup, quand nous, on le fait mal, eh ben, notre façon de mal faire, on l'impose aux autres, en définitive. Si après, moi, j'ai envie de me poser dans l'herbe, faire watt 1000 rebonds, et que j'emmerde personne, c'est pas grave. Mais si, parce que le mec qui est devant moi, moi je suis numéro 2, le mec devant moi il est numéro 1, il se pose, alors qu'il est en train de rouler sur la piste pour sortir, moi je me pose derrière lui, banzai, je le traverse de part en part, et je finis dans les champs, est-ce que ma façon de faire, finalement, ne lui a pas enlevé son plaisir à lui d'avoir essayé de faire les choses correctement? C'est plutôt à ça qu'il faut penser. Moi, je ne juge pas celui qui se pose mal, je juge celui qui subit celui qui se pose mal. Voilà, c'est juste ça en fait. Hein. Alors, dans l'absolu, sur le vol réseau, je dirais, ce qu'il faut essayer de faire, c'est toujours garder suffisamment de distance pour permettre à celui qui est devant moi, parce que là on fait le contrôle, mais 90% des vols FFST qu'on fait, on ne fait pas de contrôle. Hein. Donc chacun se pose un peu en auto-information, annonce ce qu'il va faire. Donc pensez toujours à garder un peu de marge avec celui qui est devant vous pour lui laisser le temps de dégager, pour après vous poser derrière. D'autant plus que les avions que l'on a, ce sont des avions qui sont sensiblement identiques à quelques exceptions près. Donc ce sont des vitesses d'approche et d'atterrissage qui oscillent entre le 65 et le 75, allez 80 nœuds pour les plus rapides. Donc ce sont des vitesses qui sont assez proches les unes des autres. Donc si on garde suffisamment d'espace sur la vente arrière entre nous, eh bien on peut très bien se poser, laisser le temps à l'autre de dégager la piste pour atterrir sereinement derrière sans être obligé de jouer du pied sur les freins ou du plein volet, finir en vol lent, voire se poser avant la piste parce qu'on était trop lent pour pas toucher l'avion de devant. Et ça se gère dès la vente arrière. Si vous voyez qu'en vente arrière, vous commencez à vous rapprocher trop de celui qui est devant vous, et bien quand lui va virer en base, au lieu de virer en base comme lui, vous continuez votre vente arrière pendant 30 secondes. C'est pas la peine non plus de continuer pendant 10 minutes. Hein. Juste rallonger de 30 secondes la vente arrière. Ça veut dire que vous allez rallonger de 30 secondes de la vente arrière, mais vous allez aussi rallonger par rapport à lui 30 secondes de la finale. Donc vous allez vous donner une minute. Alors une minute, ça paraît énorme. Mais si vous allez plus vite que lui, la minute, vous allez vite la lui rattraper. Donc voilà, c'est le genre de petites astuces qu'on fait aussi en réel quand on vole avec des avions qui sont plus rapides que vous ou moins rapides que vous. Quand on est dans un circuit de piste avec un Cessna 182 qui a un ULM devant vous, si vous tournez en base comme lui, vous allez vous poser avant lui. Donc vous êtes obligé de rallonger votre vente arrière. Voilà, je parle même pas de turbulence de sillage, hein, où là carrément quand il y a des avions plus gros, il faut carrément rallonger fortement la vente arrière pour qu'en finale les turbulences de sillage de l'avion qui est devant vous aient disparu. Et dans le cas où on juge que l'on arrive et qu'on arrive trop vite, donc on remonte, on prend le numéro le plus fort. C'est-à-dire que si tu vas trop vite, à quel moment tu te rends compte que tu vas trop vite, par exemple? Quand t'atterris, t'arrives à 120 ou 130 nœuds, je dis n'importe quoi. Oui, bien sûr. Donc là, tu fais une remise de gaz. Et donc dans le circuit, tu reprends le numéro le plus fort. Exactement, tu redeviens le dernier à pouvoir te poser. C'est peinard ça.
Ah ben ouais, alors c'est pour ça qu'en simulation, bon dans la vraie vie, quand dans la vraie vie il y a des gens qui se posent comme des salopards, hein, on le voit aussi, hein, pour gagner. Alors là c'est pas pour gagner du tour de piste, c'est pour gagner du carburant et donc de l'heure de vol. Mais ça après ça c'est un autre problème. Mais en simulation, ce qui arrive souvent, c'est que les gens ils font, enfin en simulation des remises de gaz, on en voit quasiment jamais quoi, parce que les gens ils s'en branlent, bon c'est pas grave, tu files dans le décor, c'est pas grave, c'est pas ça qui va empêcher l'ordinateur de marcher ou quoi que ce soit, on est bien d'accord. Hein. C'est là qu'il faut faire la part des choses, mais normalement, tu peux pas arriver à 120 nœuds en finale. C'est pas possible. Non, mais c'était un exemple. Non, mais je suis d'accord avec toi, Thierry. Mais c'est pas possible parce que dans l'absolu, en vente arrière, c'est pour ça que j'ai bien insisté. Quand vous êtes en vente traversier, vous êtes à l'altitude de tour de piste. Quand je me mets en début de vente arrière, j'ai déjà mon altitude de tour de piste qui est bétonnée. Ma vitesse, elle est bétonnée. Je mets mon cran de volée, je mets ma réchauffe carbu si je suis avec un avion à carbu. Je prépare ma machine. De telle façon que c'est fait. Quand je vire en base, je commence à perdre 500 pieds. Et quand je vire en finale, j'ai plus que 500 pieds à perdre. Et effectivement, si je reste à l'altitude de tour de piste, en vente arrière. En base, je reste toujours à l'altitude de tour de piste. Et dans le dernier virage, quand j'arrive en finale, je suis encore à l'altitude de tour de piste. Donc je plonge. Et donc, au lieu d'avoir à perdre 500 pieds, je dois en perdre 1000. Donc, je plonge. Même si le tour de piste est un peu serré, même plein réduit, et que j'ai un vario du coup, parce qu'un vario, si tu es à 2 fois plus de descente, au lieu d'avoir un vario de 400, tu vas avoir un vario de 800 pieds minute, c'est à peu près ça, 800 pieds minute, avec un Cessna, même plein volé, la vitesse, tu auras du mal à la faire chuter. Et là, effectivement, tu vas arriver vite. Alors, ça se matérialise comment? Quand j'arrive vite sur une piste, si je pose sur une piste trop vite, le cas le plus fréquent, c'est je rebondis. Dans la réalité, tu te fais mal, hein. Tu rebondis. C'est pas génial quoi. Tu fais le kangourou, bon c'est rigolo mais c'est pas génial quoi. Tu fais le kangourou, ça c'est le meilleur cas de figure. Le pire, c'est que tu te dis bon c'est pas grave ce que je vais faire, je vais pas atterrir de suite, je vais casser ma vitesse, donc je vais attendre au maximum avant de toucher les roues. On appelle ça effacer la piste. Ça veut dire qu'au lieu de te poser au début de la piste, tu vas te poser à la moitié, voire dans le dernier tiers de piste. Et puis tu finis dans les arbres. C'est rigolo mais bon moyennement. Donc voilà bref tout ça pour dire que c'est vachement le tour de piste de toute façon je vais vous dire franchement c'est le truc le plus dur qu'il y a à faire en simulation, c'est ça le plus dur. Après il faut pas non plus être l'intégriste de la simulation à vouloir absolument cadenasser, tchac tchac, faire ça. Mais si vous prenez l'habitude de vous tenir vos 1000 pieds sol, d'être à la bonne vitesse, de hop, je tourne en base, tchac, je descends de 500 pieds minute. Donc je descends, donc je réduis. Évidemment, si je descends, je réduis la puissance. Je mets mon cran de volée, je l'ai mis déjà en vente arrière. Éventuellement, je mets un deuxième cran de volée parce que la piste est pas très longue, je vais faire un atterrissage court. Si tu fais ça à chaque étape, t'es le roi du pétrole. Hein. Après, la phraséologie, c'est de la rigolade. C'est de la rigolade. Ouais, il faut tout intégrer en même temps. Quoi, voilà. Ouais, en fait, là, aujourd'hui, ce qu'on me dit, là, c'est ce qu'il faudrait faire, ou il faudra faire. Mais c'est pas possible. Ouais. On est d'accord. Hein, voilà, il faut pas. Mais à travers le loisir, je pense que si on adopte un petit peu cette méthodologie, qui se veut être assez réaliste, sincèrement, si vous l'appliquez en simulation, enfin, moi, c'est mon sentiment, hein. Je peux me tromper, mais en fait, tu prends vachement de plaisir, quoi. Parce que tu te dis, putain, je me suis posé carré, quoi. J'ai fait un atterrissage à la bonne vitesse, j'ai posé les roues, tchac, j'ai roulé sur 300-400 mètres, j'ai freiné, j'ai dégagé la piste. Voilà, nickel. À la bonne vitesse, j'ai respecté 1,3 de ma vitesse de décrochage, avec le cran de volée qu'il fallait, nickel. Voilà. Après, on peut toujours continuer à se poser à 200 nœuds, faire 3 millions de rebonds, finir sur le dos. Bon, ça après, je juge pas, chacun fait comme il le sent, hein. Voilà. Ok. Et alors, le taux de montée au décollage, on le prend à combien? Alors, 500 pieds, pareil ou pas? Ah non. En aviation générale, on parle jamais de taux de montée. Jamais. En aviation générale, c'est une vitesse de montée. Parce que les machines qu'on a dans les aéroclubs ou dans les structures de loisirs, la motorisation ne te permet pas de garantir un vario. Tu montes jamais au vario. Jamais. C'est toujours à la vitesse. Ok. Donc, je vous ai fait un article sur, bon, c'est un petit peu en marge de ça, mais c'est sur SDVFR, l'application SDVFR, sur les tablettes et les téléphones, qui permet effectivement de paramétrer ces avions. Et on doit rentrer toutes les vitesses correspondantes à la machine. Et en fonction de ça, le logiciel va te donner des estimés dans ta navigation pour rejoindre les points, etc. En fait, pour déterminer un taux de montée, on va se baser sur une vitesse de montée. Donc, sur chaque avion que vous utilisez sur votre simulateur, vous avez un manuel de vol qui est toujours fourni
par l'éditeur de l'avion, quand c'est du payware, il s'entend, il y a toujours un manuel de vol. Au pire, vous allez sur Internet. Si tu voles même avec le Cessna 172 par défaut du simulateur, tu vas sur Internet, tu tapes un manuel de vol du Cessna 172, tu vas trouver 3500 liens d'aéroclubs différents qui proposent en PDF un scan du manuel de vol de l'avion. Et dessus, tu vas y trouver tout un tas de choses, et notamment ce qui va t'intéresser, ce sont les paramètres de la machine. Prenons le cas d'un Cessna 172 par exemple. Cessna 172, je décolle avec un cran de volée. Quand la vitesse au roulage arrive entre 60 et 65 nœuds sans vent, je tire le manche et je décolle. Rotation 60 nœuds. Mon avion va commencer à monter. Je lui laisse prendre de la vitesse jusqu'à 70 nœuds. Toujours avec un cran de volée. Ça, c'est vraiment la montée quasi immédiate. Hein. La montée, c'est presque pas la montée initiale. C'est vraiment la première montée, 70 nœuds. Quand tu vas passer tes 300 pieds de sol, tu vas rentrer les volets. Donc, en rentrant les volets, tu vas perdre un peu de portance, mais tu vas surtout diminuer la traînée. Donc, ton avion va prendre de la vitesse. Et là, tu vas prendre un taux de montée de 80 nœuds. Un cran de lisse 80 nœuds sur un Cessna 172. 80 nœuds, c'est la vitesse de montée. C'est la vitesse de montée d'un Cessna 172, d'un Cessna 152, d'un PA28. Et un Cessna 182, ça sera plutôt 90 nœuds, la vitesse de montée. Parce que tu auras un vario plus fort, donc une machine plus puissante, donc tu peux prendre de la vitesse. Tu tiens tes 80 nœuds jusqu'à ce que tu arrives à l'altitude de tour de piste. Une fois que tu as l'altitude de tour de piste, tu vas mettre ton avion en palier, c'est-à-dire tu vas le mettre à plat. D'accord ? Et là, tu vas prendre une vitesse de tour de piste. La vitesse de tour de piste, alors, ça dépend des avions, mais en règle générale, plus la vitesse est lente, plus c'est facile pour toi de préparer ta machine et d'anticiper ce qui va se passer. Si tu fais un tour de piste à 150 nœuds, les actions à faire sont tellement rapides que tu as intérêt à bombarder, sinon tu oublies la moitié des choses. Donc en règle générale, en école, on dit toujours un 172 ou un 152 ou un PA28. Vitesse de tour de piste, c'est comme la montée initiale, c'est 80 nœuds. Tu restes à 80 nœuds avec ton cran. Et là, pour le coup, quand tu es en vente arrière, tu mets un cran de volée pour préparer ta machine. Un cran de volée, 80 nœuds. Les feux d'atterrissage, bon, tu les as laissés puisque tu les as mis pour décoller, donc tu laisses tes feux, tu ne touches pas en tour de piste et tu poursuis ta vente arrière comme ça avec ton cran de volée et tes 80 nœuds. Quand tu vas commencer à virer en base, qu'est-ce qui va se passer ? Tu vas commencer à en descendre. Donc à partir du moment où tu vas mettre une assiette à piquer, tu vas prendre de la vitesse. Donc tu vas réduire. Combien tu réduis ? C'est ça la difficulté. De combien je réduis ? Alors ça va dépendre des avions. Sur un Cessna 152, par exemple, c'est 5 nœuds pour 100 tours minute. Donc, si je descends, je vais prendre un vario négatif, c'est-à-dire je me mets en descente. À partir du moment où je me mets en descente, je vais prendre la vitesse. Si je prends, je vois de 80, je passe à 85. Alors ça, c'est au début, parce qu'après, tu connais les paramètres par cœur. Tu sais que tu prends 5 nœuds, donc tu vas réduire de 100 tours minute. En règle générale, sur une descente en base, tu vas réduire de 300 tours minute. Un pas fixe en plus, on ne parle même pas de pression d'admission, là, un pas fixe. Tu descends de 300 tours minute, ton RPM, tu te mets en descente. Il faut que de toute façon, quand tu te mets en descente, ta vitesse, elle ne bouge pas. Voilà, c'est pas compliqué. Donc tu réduis pour le même taux de descente. Alors évidemment, c'est là qu'il faut bien tenir sa machine. Si tu descends trop fort ou pas assez, évidemment, tout est réglé comme ça. Et une fois que tu fais ton virage en finale, c'est pareil. Tu es en finale, tu te mets en descente sur ton plan, et là, tu auras ta vitesse. Alors là, la vitesse en finale est différente. La vitesse en finale, ça, c'est tous les avions du monde. Même la 380, c'est pareil. C'est 1,3 de l'AVS. L'AVS, c'est la vitesse à laquelle ton avion va décrocher. Il va tomber. Plus tu mets des volets, plus la vitesse de décrochage, elle descend. Et oui, parce que tu augmentes la portance, donc ta vitesse pour décrocher va être plus faible. Mais pour un avion avec un cran de volée, par exemple, un Cessna 172 avec un cran de volée, la vitesse de décrochage avec un cran de volée, tu dois être aux environs, alors je peux dire une connerie, tu dois être à 54 nœuds. Donc 1,3 de 54, on arrive à 70 nœuds. Donc avec un cran de volée, sur un Cessna 172, on se pose à 70 nœuds. 70 nœuds, un cran de volée. Si tu mets 2 crans de volée, c'est 65 nœuds. Et si tu sors plein volet, c'est-à-dire volet 3, c'est 55 nœuds. Parce que la vitesse est à 41 nœuds, la vitesse de décrochage à 3 volets. Mais toutes ces valeurs que je te donne, en fait, à un moment donné, il faut les apprendre parce qu'on ne peut pas respecter tout ce que je dis si on ne les respecte pas. Et là, pour le coup,
Si autant on peut reprocher plein de choses au simulateur, Flight Simulator, P3D ou quoi, là-dessus, c'est hyper précis, quoi. C'est mathématique. Tu prends ton avion, tu te mets en palier, tu règles un régime moteur pour être à 80 nœuds et tu te mets en descente. Tu te mets en descente, tu prends par exemple un vario de 200 pieds minutes. Et tu regardes à 200 pieds minutes combien tu as pris de vitesse. Ah, merde, j'ai pris 10 nœuds. Eh bien, tu prends 10 nœuds, crac, tu réduis de 200 tours et hop, tu retrouves la même vitesse que tu avais en palier, mais alors que tu es en train de descendre. Ça, on appelle ça les préaffichages. Ça, en instruction, c'est le premier truc qu'on t'apprend. C'est pour ça que tu peux pas apprendre sur plusieurs machines à la fois, parce que chaque machine est différente. Donc, c'est pas possible. À part d'avoir une mémoire d'éléphant, c'est pas possible. Voilà. Je parle beaucoup, je suis désolé, mais en fait, tout ça, le tour de piste, en fait, ça résume tout un tas de choses avant qu'on est susceptible déjà de connaître, quoi. Ok, merci. Mais bon, après, on peut faire, pourquoi pas, une instruction sur la partie tenue de machine. Mais c'est assez délicat pour moi, parce que la tenue machine, là, on commence à rentrer dans un cadre très scolaire, trop réaliste, peut-être pour certains qui cherchent pas ça. Alors que le tour de piste, ce que je vous ai dit là, même si on vole un peu à la Johnny B. Good, on s'en branle, l'étape de base, ça va toujours l'étape de base. Donc, la notion, on l'a compris, on l'a assimilé. Il y a 4 branches, la montée initiale, le vent traversier, l'avant-arrière, la base et la finale. Bon, on a compris ça. Ça suffit. Pour s'amuser, ça suffit. Si après, on veut passer l'étape au-dessus, là, ça devient plus rébarbatif peut-être pour certains d'entre vous, ce que je peux comprendre complètement. Et encore faut-il avoir un avion qui permette de le faire dans le simulateur. Alors, en fait, Pascal, tous les avions le font. Tous les avions, même le Cessna 112 par défaut le fait. Mais ce que j'expliquais sur le forum hier, là, j'ai fait une prose de 12 000 lignes qui est, je comprends, un peu chiante à lire. Je l'explique parce qu'on me dit ça serait bien si tu pouvais nous mettre pour paramétrer le logiciel les vitesses pour chaque avion. Tu sais, je dis non, parce qu'entre un Cessna 182 Carenado et un Cessna 182 A2A, on aura des paramètres moteurs différents parce que l'éditeur il les a codés différemment, comme dans la vraie vie. Dans la vraie vie, d'un avion à l'autre. Ce que je voulais dire, c'est qu'il faut que l'avion que tu utilises simule la réalité jusqu'à ce point-là, quoi, la rigueur. Alors, elle la simule. Pascal, ouais, peut-être pas tous, tu as raison, mais elle la simule parce que. Sur le DR400 pour voir un peu ce que ça donne. Après, la différence, elle va se mesurer entre le DR400 que tu pilotes à ton aéroclub et le DR400 que tu as sur le simulateur. Là, tu as peu de chances que les deux soient identiques. Ça sera un coup de bol extrême. Moi, je me souviens à l'époque, il y avait Jean-Pierre Bourgeois, BG, qui est sur le forum pilote virtuel, qui est un ancien pilote voltige, instructeur. Enfin, il a un pédigré avec des dizaines de milliers d'heures de vol, qui fait de la simulation aérienne aussi. Oh, c'est un ancien, hein, il doit avoir 70 ans bien frappé. Et il a une expérience aéronautique inouïe. Et donc, nous, à l'aéroclub vauclusien, il nous avait fait le modèle de vol du Cessna 152 de Frangin, qui était un gars qui avait fait un Cessna 152 freeware. Il avait repris le fichier R et il avait remis les mêmes paramètres de vol que le Cessna 152 qu'on avait à l'aéroclub. Alors, en fait, c'est quoi les paramètres de vol? C'est ce que je t'explique, c'est ce qu'on appelle les préaffichages. C'est-à-dire, je vois ce que c'est. Tu sais ce que c'est toi, mais les autres, le préaffichage, c'est quand je vole un avion, comment je fais quand je me mets en descente pour garder la même vitesse, sans mouliner avec mon accélérateur, j'en mets, j'en retiens, j'en remets, j'en retiens. Eh bien, je sais que je suis à tant de variables négatives, je dois réduire de tant de RPM. Voilà, c'est ça les préaffichages. Et bien lui, il nous avait fait un modèle de vol dont les préaffichages étaient identiques à celui de l'aéroclub. Et c'était vachement pratique, parce qu'effectivement, ce que tu appliques en aéroclub, tu peux le faire sur ton simu. Là, en l'occurrence, nous, ce qui nous intéresse là, c'est 100% de simu, très peu l'aéroclub. J'en parle pas de l'aéroclub. Donc sur le simu, avec vos avions, le Tecnam, le Cessna, le Piper, ce que vous avez, ce que je dis là, ça marche super bien. On se met en palier, 80 nœuds, je me mets en descente, et pour tant de pieds minutes en descente, combien je prends de vitesse? Bon, je prends tant de vitesse, donc ça veut dire que pour 100 pieds minutes, je prends 5 nœuds. 5 nœuds, comment je fais pour les réduire? Ah, c'est 200 tours minute. Donc si je descends de 100 pieds minutes, je dois enlever 200 tours au moteur. On appelle ça les préaffichages. Une fois qu'on sait ça, son avion, c'est nickel, on ne peut pas se tromper. Parce que le risque, c'est d'arriver trop vite ou pas assez vite. Mais si on respecte ces préaffichages-là, on ne peut pas. On ne peut pas arriver trop vite ou pas assez vite. Après, attention, là, je parle par vent calme. Après, si on commence à rentrer avec des paramètres météorologiques où il va y avoir du vent de face, du vent arrière, du vent de travers, il va falloir en fait majorer majorer, on va dire, en positif ou en négatif, mais on va majorer tous ces paramètres-là par le paramètre du vent, évidemment. Voilà. La vitesse d'atterrissage, c'est 70 nœuds. Si j'ai un vent de face, on appelle ça la KVE. On va majorer avec la vitesse du vent. Alors, c'est la vitesse du vent
Que divise 2 moins 10? Alors là, on va commencer à se faire des nœuds au cerveau, donc ça, on ne parle même pas de ça. Déjà, si vous connaissez les paramètres de vol, c'est largement suffisant. Pour vous amuser, on reste dans un truc assez ludique pour commencer, avant de mettre trop de difficultés qui va décourager et qui sincèrement n'est pas forcément utile pour s'amuser. Voilà. Sachant que j'ai remarqué avec le C182, effectivement, quand tu arrives d'une manière ou d'une autre, que tu saches pourquoi ou ni comment, tu arrives à tenir effectivement une vitesse correcte au moment du poser, ça se pose bien, les rebonds c'est un oubli. Sinon, dès que tu es un peu trop rapide, hop, ça y est, c'est parti. Tu fais ton goulot comme tu dis. Exactement. De toute façon, tous les avions, c'est 1,3 de la vitesse VS. Tous les avions du monde, 1,3 de la VS. Dans une vitesse de décrochage à 100 nœuds, eh bien, ma vitesse de posée, c'est 130 nœuds. Il n'y a même pas à réfléchir. C'est comme ça que ça fonctionne. Voilà. Et pourquoi c'est cette vitesse-là? Parce que dans cette vitesse-là, on prend en compte le fait que le pilote, il va pas forcément tenir la vitesse à 3, 4, 5 nœuds près. Donc, on garde une petite marge pour éviter que le mec il se casse la gueule en finale. On prend en compte un petit vent de rafale qui pourrait à tout moment déstabiliser la machine si on était trop près de la vitesse de décrochage. On prend en compte également le fait que la machine, le gars va pas forcément tenir le plan avec exactitude. Donc 1,3 de la VS, on est peinard. Et puis surtout, 1,3 de la VS, c'est une vitesse qui va permettre au pilote de se poser sur la piste sans rebondir, sans casser l'avion et sans finir dans les platanes. Voilà. Et si vous respectez ça, sincèrement, vous êtes les rois du pétrole. Hein. Franchement, moi je pense que si vous tenez ces vitesses, alors je sais pas quels avions vous avez en général, mais grosso merdo, si vous avez des avions type aviation générale, hein, la gamme des Cessna, etc., à part peut-être le 182 parce qu'il est plus lourd, mais des machines, vous vous posez avec un cran de volet et 70 nœuds, vous vous poserez partout. Partout. Et c'est rigolo parce que ça marche à tous les coups, quelle que soit la longueur de la piste. Hein, parce qu'effectivement, si on se pose toujours sur des Roissy ou des Marseille ou des Lyon, Saint-Exupéry, pas de souci, on peut se poser à n'importe comment. Mais si on a envie de se faire plaisir sur des petits terrains courts, comme nous propose d'ailleurs Mousse avec ses petits terrains oubliés ou ses pistes ULM, c'est vraiment jouissif de se poser, comme vous avez fait l'autre soir, de se poser à Pézenas. C'est quand même jouissif de se poser à Pézenas sur une piste un petit peu courte. Bon, elle n'est pas très courte, mais un petit peu courte, sans se poser de questions, quoi. On est à la bonne vitesse, on a mis son petit cran de volet, tranquillou, et on se laisse aller, et on se pose, on freine modérément, on peut sortir de la piste sans faire des dérapages contrôlés, partir du cul, etc. quoi. Voilà. Mais ça, il faut prendre le temps, hein, ça se fait pas en 2 temps, en 3 mouvements. Il faut, au début, je pense que, enfin moi en tout cas, je l'avais vécu comme ça au début, j'ai pris ça vraiment comme une grosse contrainte au début, parce que moi j'ai adopté la simulation d'une manière assez réaliste. Quand je suis passé au côté réel et que je faisais la simulation et que je voyais le fossé qu'il y avait entre ce que je faisais chez moi et ce qu'on fait en aéroclub, j'ai essayé de le faire sur le simu comme on fait en aéroclub. J'ai dit putain, mais c'est casse-couille, franchement, c'est plus facile dans un. Mais en fin de compte, au bout d'un moment, on prend les bonnes habitudes. Et sincèrement, je pense que pour tout le monde, ça se fera facilement. Mais une fois de plus, je donne pas la façon de faire. Hein. C'est une façon qui existe. Après, il faut que ça reste pour vous du plaisir et que ça soit ludique. Il faut pas se mettre des barrières là où il y en a pas. Voilà. Si je peux rajouter quelque chose, c'est vrai qu'il y a une seule valeur à bien connaître, c'est la VSO, parce que 1.3 de VSO, tout le monde sera surpris en finale de voir à quelle petite vitesse on évolue. On a d'ailleurs pas beaucoup de sécurité par rapport à la VSO, c'est-à-dire donc au stall, hein, à la vitesse de décrochage. Et pour les personnes qui vont trop vite en finale, en fait, il faut connaître cette valeur parce qu'elle va vous permettre, sans toucher le manche, quasiment si la machine est bien réglée, sans toucher le manche, d'arriver au point d'aboutissement sans aucun souci. Tout à fait, bien sûr. Tu as tout à fait raison. De toute façon, quand on est en instruction dans un avion, les premiers tours de piste qu'on fait avec l'instructeur, enfin bon, j'ai fait des tours de piste avec 3 instructeurs différents, mais bon, un attitré puis 2 autres parce que ça permet d'avoir aussi un autre discours. La méthode est toujours la même, hein, c'est-à-dire que quand vous êtes établi en finale, vous compensez l'avion, c'est-à-dire vous tournez la petite manivelle qui permet de pré-régler les ailerons, la profondeur pour que l'avion descende doucement sur son plan. Et une fois que vous avez préaffiché la bonne vitesse et le bon vario, sans rien toucher, juste le manche pour éventuellement corriger une petite dérive générée par le vent, l'avion il se pose tout seul.
Il se pose tout seul. Vous n'avez plus besoin de toucher la manette des gaz. Et ça, on le voit. Moi, ça m'arrive de voler avec des pilotes de l'aéroclub en place droite avec des camarades qui ont peut-être, je dis pas que j'ai la méthode, hein, je n'ai pas cette prétention, mais qui ont un peu moins de méthode en tout cas que ce que on peut vous expliquer là, et qui ont tendance à faire de la mayonnaise avec leur manette de gaz et ils en remettent, ils en enlèvent, ils en remettent, parce qu'en fait ils ont pas préaffiché leur truc. Alors, ils réduisent la vitesse, l'avion il commence à descendre fort, ils remettent des gaz pour remettre de la puissance, et en fait, voilà, quoi, c'est pas très bien. Et pourtant, dans la réalité, ça se fait beaucoup, hein, faut pas se cacher, hein. Les pilotes réels sont pas forcément bien meilleurs que certains pilotes virtuels, hein, loin de là. Alors, si on respecte ça, qu'on se le contraint un petit peu au début, voilà, on se dit, dès que je vire en finale, eh bien, je m'impose de tenir cette vitesse-là, et si je vois que la vitesse, elle augmente, parce que je suis en descente un peu fort, je réduis de suite, je me laisse pas embarquer, parce que plus la vitesse augmente, après, plus c'est dur de la réduire. De suite, je réduis, je reviens à ma bonne vitesse, je remets juste le filet de gaz nécessaire pour conserver cette vitesse-là. Il faut que mon avion, je vise vraiment le point où je veux me poser, et pas sans arrêt, j'en remets, je tire, j'appuie, je tire, je le manche, etc. Et vous allez voir, vous allez prendre un pied d'enfer, parce qu'au début c'est contraignant, mais après on s'éclate, hein. C'est un petit peu, si on peut faire une analogie avec la voiture, hein, où au début quand on conduit les toutes premières minutes, on regarde sa main, le levier de vitesse pour savoir sur quelle vitesse on est, et puis une fois qu'on a compris ça, après on conduit sa bagnole sans regarder son levier de vitesse, et on prend un plaisir énorme à passer ses rapports, à rétrograder, etc. Ben, l'aviation, de certains côtés, c'est un peu ça aussi. Voilà, bon, putain, 4h30 déjà, j'ai parlé énormément. On peut faire éventuellement, pour ceux qui le souhaitent, hein, on peut faire un petit exercice sur Béziers, pour ceux qui veulent faire un tour de piste. De toute façon, on va pas faire des tours de piste pendant 3 heures. Hein. Le but, c'est à la limite, vous en faites au moins un pour vous amuser à annoncer chaque étape. Puis moi, je vais vous aider. Hein. Je suis pas là pour vous emmerder. Vous dire ce qu'il faut dire, le cas échéant, vous corriger si ça vous intéresse. Faire un petit peu de phraséologie. Je sais qu'il y en a qui en font déjà, hein, des tours de piste, donc il n'y a pas de souci. Pour certains, ça va plus que bien se passer. Hein. Bah, avec plaisir. Allez, bon écoutez, moi je vais lancer mon simu aussi, je vais me mettre à la tour.